Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de ce journal. À l'heure de l'UNOC, la conférence des Nations Unies sur les océans qui se tient à Nice, jusqu'où va monter le niveau de l'eau. La France connaît aussi ses défis. Chaque année, la mer grappille jusqu'à 1 mètre sur les côtes sableuses, ce qui menace des milliers d'habitations sur le littoral. Dans le Finistère, vous le verrez, pour la première fois en France, des élus ont même dû détruire des maisons. Après les Jeux de Paris 2024, la France accueillera les Jeux Olympiques d'hiver en 2030. Dans ce journal, le point avec Renaud Muselier, le président de la région Sud, qui s'exprimera sur l'organisation de cet événement, notamment en termes d'infrastructures. Top départ ce week-end des 24 heures du Mans, une course mythique qui réunit des passionnés automobiles du monde entier. Mais avant le départ de la course, les voitures doivent passer avec succès ce qu'on appelle le pesage. En quoi cela consiste-t-il? Réponse dans ce journal. À l'approche des vacances d'été, à quoi ressemble le corps de vos rêves? Pour Michael, bodybuilder par passion, la musculation est toute sa vie. Beaucoup de sacrifices sont nécessaires, comme vous allez le voir dans ce journal. En France, selon plusieurs études, les côtes sableuses reculent jusqu'à 1 mètre par an à certains endroits. De nombreuses habitations sont menacées, obligeant les élus à trouver des solutions. Dans le Finistère, vous allez le voir, 2 maisons viennent d'être détruites pour prévenir d'éventuelles submersions marines. Une première en France. Explication avec ce reportage de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. Un premier coup de pelle et peu à peu, la maison est démolie sous les yeux des habitants du quartier. Je pense que c'est un peu excessif. Je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas ce que les gens auraient pu faire. Mais bon, c'est toujours désolant de voir ça, quoi. Pour la maire de la commune, cette décision était difficile à prendre mais nécessaire. Un drôle de sentiment, un sentiment un peu d'impuissance aussi. C'est une résidence secondaire qu'ils avaient. C'est une acquisition en fait pour préparer leur retraite. Pour madame, c'était un crève-cœur, ça je sais. Et d'ailleurs, ils ne sont pas présents aujourd'hui, ils avaient dit qu'ils ne viendraient pas. Cela fait maintenant plusieurs années que la dune qui protège le quartier de Lehan ne cesse de reculer. Alors la communauté de communes du Pays Bigoudin Sud a pris une décision, racheter au prix du marché cette maison concernée par un risque de submersion marine. Le coût de l'opération est estimé à 2 830 000 €, en partie financé par l'État. Pour les élus, il est important d'anticiper les risques. Mois après mois, semaine après semaine, les phénomènes tempétueux sont plus marqués, que la hausse du niveau de la mer est vraiment là. Enfin, voilà, aujourd'hui, je crois que plus personne ne peut mettre son mouchoir sur le sujet. On a écouté les gens, on a passé du temps avec eux. On a essayé de faire du cas par cas, ce qui fait qu'il y en a 4 qui, d'ici à mi-octobre, auront disparu, 3 qui vont rester mais qui vont partir dans les 2 ans qui viennent. C'est bien parce qu'on a fait du sur-mesure. La déconstruction des maisons est la première étape du plan de prévention des inondations à Tréfiagat. À terme, 2 digues seront construites pour protéger les autres habitations du quartier. Les travaux devraient démarrer à la fin de l'année 2027. Dans un tout autre registre, la criminalité continue de régner en Corse. Ces dernières semaines, plusieurs bateaux de tourisme ont été incendiés. Des véhicules de location près de l'aéroport de Calvi ont également été réduits en cendres. En déplacement sur l'île, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé vouloir muscler la lutte contre le crime organisé. Écoutons ces annonces au micro de nos partenaires sur place, Télé Paésé. Je viens suite au discours que j'ai tenu à la collectivité voilà 3 mois, annoncer la création de ce pôle régional contre la criminalité organisée ici à Bastia, qui ne vient rien retirer à Ajaccio, pas un magistrat en moins à Ajaccio, mais évidemment des moyens supplémentaires pour l'ensemble de la Corse, sous l'autorité évidemment des hauts magistrats qui m'accompagnent, pour lutter contre ce qui fait évidemment à la fois de la tristesse pour l'île, mais aussi qui l'empêche de se développer économiquement, la lutte contre une criminalité organisée qui agit dans les extorsions de fonds, qui empêche la liberté d'entreprendre, l'égalité entre les citoyens. Je rappelle qu'il y aura ici 57 magistrats et agents du ministère de la Justice en plus d'ici 2027, dont 17 magistrats vont aider, je crois, ceux qui courageusement déjà mènent cette bataille contre la criminalité organisée. En 2030, la France va tenter de renouveler le succès des JO de Paris 2024 en organisant les Jeux d'hiver dans les Alpes françaises. Avant le début de cet événement mondial, Renaud Muselier, le président de la région Sud, s'exprime sur les défis qui l'attendent et comme pour Paris 2024, ce qui restera des infrastructures après les Jeux est l'une des préoccupations majeures pour sa région à l'heure du changement climatique. Écoutons-le dans un entretien exclusif pour nous.
On a un terrain de jeu fantastique, on va s'adapter pour justement avoir une vision pour quelle va être notre montagne en 2050 en réalité. Et 2030 va être un accélérateur pour aller vers cette montagne 2050 en intégrant tous ces paramètres de réchauffement climatique, de respect de la montagne, de réaménagement des vallées, des stations. Donc c'est une modernisation, c'est un accélérateur de modification pour une adaptation à la montagne. Pour que ça soit un terrain de jeu été comme hiver, un tourisme 4 saisons, une activité qui fait en sorte qu'on sort petit à petit de l'or blanc, parce qu'il y en a moins, et qu'on va sur l'or de la montagne, parce qu'elle sera toujours là. Pour les pompiers, l'entraînement est vital. Alors pour coller au plus près du réel, les secouristes organisent des opérations grandeur nature pour mieux se préparer aux situations les plus extrêmes. À Chambéry, 8 Mont-Blanc a pu se glisser au milieu d'un exercice incendie. C'est très spectaculaire, regardez. L'alerte a été donnée par un riverain. Ce dernier aperçoit de la fumée blanche sortir d'un toit. Quelques minutes plus tard, les premiers pompiers arrivent sur place. Une fois l'incendie localisé, le balai de secours se met en ordre de marche. Je prends le commandement, tu bascules sur 602. Un exercice réaliste pour ces pompiers dans les rues étroites du centre de Chambéry où les habitants ont été joints, car eux aussi doivent s'entraîner à réagir en cas d'incendie. L'objectif, c'est vraiment de se dire, on va vivre une situation et on fait vivre à la population une situation presque réelle. Donc du coup, on simule un incendie avec de la fumée et on fait intervenir en fait les gens qui habitent là notamment c'est un immeuble avec différentes habitations pour les évacuer. On sait que dans les structures anciennes, donc dans les villes anciennes, le bâti est complexe. C'est des ruelles, l'accessibilité est complexe et la propagation du feu se fait vraiment rapidement. Donc il faut s'entraîner pour être plus performant. En plus de la soixantaine de pompiers mobilisés pour l'occasion, des secouristes de la Croix-Rouge, des policiers municipaux, des élus ou encore des agents d'Engie ont été mobilisés. De quoi travailler en interservice pour fluidifier les futures interventions. Chaque fois qu'il y a un appel pompier, qu'il y a un feu ou quoi que ce soit, on est appelé et on doit intervenir. Soit on sert à quelque chose, soit on est là juste au cas où ça se propage. Et pour piloter l'ensemble de ces services, un poste de commandement est situé à quelques rues de l'incendie fictif. Ici, le plan d'intervention, de secours et de sécurisation est planifié. Ce véhicule est armé par une équipe qui permet simultanément de récupérer les informations qui se passent sur le terrain, de passer des ordres tout en suivant tous les aspects de l'intervention, la situation tactique, prendre en compte tous les messages, les demandes de renfort et puis gérer aussi l'organisation des transmissions. Des exercices de grande ampleur comme celui-ci sont réalisés une fois par an en réunissant une centaine de professionnels et de figurants. Chaque jour en France, 10 000 dons de sang sont nécessaires pour sauver des vies. Mais les réserves restent en dessous des seuils souhaités. L'établissement français du sang lance des collectes géantes partout dans le pays, comme ici à Metz, pour sensibiliser un maximum de personnes. Regardez ce reportage de Moselle TV. Donner son sang, c'est une grande première pour cette Messine. Ce matin, j'étais un petit peu stressée, mais ça va. Ça va. Franchement, l'équipe, elle est très bien. Celle qui m'a piqué, elle est très bien, donc ça va. Elle a choisi de franchir le pas à l'occasion de la 2e édition de la grande collecte Mon sang pour les autres. Je trouve que c'est une bonne action. J'ai jamais eu le courage parce que j'ai des veines petites et fileuses. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, il est temps. C'est vraiment pour aider le prochain, quoi, c'est ça. Ça se termine. Eh ben nickel, bravo, ça va? Oui. C'était rapide. Installé exceptionnellement dans les arènes, l'établissement français du sang peut réaliser jusqu'à 13 dons simultanés, soit le double de la capacité habituelle de la maison du don de Metz. À l'échelle nationale, environ 85 000 poches de sang sont actuellement disponibles, alors qu'il en faudrait plus de 100 000 pour répondre aux besoins des patients. L'EFS mise donc sur cette collecte géante pour gonfler les réserves avant l'été. La période du mois de mai qu'on a connue et puis ce début juin est toujours une période un peu délicate cette année, avec les multiples ponts qu'on a connus. Donc ce qui fait qu'on a moins de donneurs dans nos maisons du don et sur nos collectes. Donc c'est pour ça qu'il est important qu'ils reviennent sur nos lieux de don au cours de ce mois de juin. Le café est l'une des boissons préférées des Français. Près de 80% d'entre nous en consomment quotidiennement. Mais le saviez-vous, cette boisson pourrait permettre de vieillir en bonne santé. Une récente étude menée par des chercheurs américains démontre les vertus de ce breuvage. Via ATV en Martinique a donc voulu en savoir plus. Reportage sur place à Fort-de-France, regardez. La plupart des Martiniquais sont en tête-à-tête avec lui au réveil.
Il s'agit bien sûr du café. À l'hôtel Impératrice, il est l'incontournable boisson chaude du matin. La première boisson qui est commandée, ce sont les cafés. Les courts, en particulier, qu'on appelle aussi les expressos. Et dans un deuxième temps, un allongé si la personne préfère quelque chose de plus léger. Et ça n'est pas Laurent qui dira le contraire. Depuis mon enfance, ma grand-mère préparait le café tous les matins et ça reste une habitude. À quelques mètres de là, Antoine et son café court. Le matin pour moi, c'est espresso, éventuellement 2 ou 3. Et si ces petits grains de café avaient des effets positifs sur le vieillissement? C'est en tout cas ce que révèle une étude menée par des chercheurs rattachés à l'université d'Harvard et de la faculté de médecine de l'université de Toronto. Pour ce torréfacteur, les vertus sont nombreuses. Pour déjà réduire les risques de maladies neurodégénératives comme le Parkinson et aussi l'Alzheimer. Aussi réduire le risque de diabète type 2 et c'est aussi porteur d'antioxydants. Des bienfaits confirmés par cette nutritionniste qui souhaite apporter une recommandation pour profiter des vertus de la caféine. Recommander du coup une consommation modérée de café, environ 3 tasses de café par jour qui correspondraient à 300 mg de caféine. Attention à l'excès de sucre qu'on va mettre dans son café et on évite de le consommer trop tard dans la journée pour limiter les insomnies. Un Français boit en moyenne 3 kilos par an de café, soit environ 500 tasses. Les Finlandais, en tête du classement, eux, en consomment le double. Ce samedi 14 juin a lieu le grand départ de la mythique course des 24 heures du Mans, un rendez-vous immanquable pour tous les professionnels et les passionnés d'automobile. Cette année, 62 voitures vont être engagées et avant de se rendre sur le circuit, elles doivent passer par une étape cruciale, celle du pesage. Mais alors, en quoi consiste le pesage? Réponse avec LMTV Sarthe, Alexandre Ferrer et Anthony Piton. Avant de se lancer sur la piste, les 62 bolides passent sur la balance. Mais le pesage, ce n'est pas qu'une question de poids. La sécurité, c'est le leitmotiv dans toutes les courses, dans tous les cas. La priorité, c'est numéro 1. Et après, il y a tout ce qui est l'application du règlement. Alors, il y a le règlement sportif avec, par exemple, des autocollants, des choses comme ça. Mais il y a surtout le règlement technique dans lequel il faut qu'ils remplissent le règlement technique de chaque catégorie. Poids, hauteur de caisse, vérification de la sécurité, éclairage des véhicules, traction en cas d'accident ou de sortie de piste. Tout est inspecté à la loupe. Objectif, garantir l'équité sportive et la sécurité en course. La première vérification technique du week-end, c'est le premier bon point pour lancer notre week-end. C'est beaucoup de préparation à l'atelier, à la maison, s'assurer que les voitures sont au point, mais aussi toutes les pièces de rechange. Donc voilà, c'est le vrai feu vert du week-end et on espère que tout va bien se passer. Le moment est donc stratégique pour les écuries qui veulent éviter d'être recalées. Les pilotes, eux, profitent de l'ambiance. Je dirais que lors de mes 5 premières années, c'était beaucoup de pression. Maintenant, c'est juste de l'amusement, que du plaisir. Ça fait 11 ans d'affilée, vous savez maintenant, que je vois les mêmes personnes au pesage. Et ce sont devenus mes amis. Chaque voiture fera l'objet d'un contrôle post-course afin de garantir le respect de ce pesage. Une fois le sticker de conformité obtenu, les moteurs seront enfin prêts à être allumés pour le lancement de cette 93e édition. Originaire d'Espagne, le paddle est la nouvelle tendance sportive en France. La discipline compte déjà 50 000 adhérents. La région Occitanie, elle, est la première région française en nombre de licenciés. Aujourd'hui, l'offre du paddle est aussi diversifiée que celle du tennis. Via Occitanie a donc voulu comprendre l'engouement autour de ce sport. Des vitres autour d'un terrain légèrement plus petit qu'un court de tennis et une raquette en carbone percée de trous, vous avez sûrement reconnu le paddle. Ce sport originaire du Mexique et importé d'Espagne en France n'est plus à présenter dans notre région. Depuis quelques années, l'Occitanie est la première région française avec le plus de licenciés. À Moguio, 3e club d'Occitanie, Jean-Bernard Quine enseigne le paddle depuis 8 ans. On est une région où on peut jouer beaucoup, c'est-à-dire que ce que j'ai remarqué, on est pratiquement 900-800 membres, donc ça veut dire qu'on est 400 membres de paddle. Et sur ces 400 membres de paddle, il y a 300 joueurs classés. C'est-à-dire qu'il y a des tournois toutes les semaines,
On peut jouer, soit faire un tournoi le lundi, il y a des clubs qui proposent le lundi, des tournois le mardi, le mercredi, le jeudi. Des cours collectifs, des cours individuels ou une simple location du terrain ainsi que des créneaux pour les enfants. L'offre de padel est aujourd'hui autant diversifiée qu'au tennis. Les tarifs avantageux d'un club municipal rendent le club de Moguio très attractif au point que les terrains sont souvent réservés une semaine à l'avance. C'est un sport très ludique, très facile d'accès. Vous pouvez jouer au paddle sans avoir fait vraiment de sport de raquette. On peut faire, vous arrivez 4 dames qui viennent faire une partie. Moi, en tant que moniteur, au bout d'une heure, je peux leur faire un match. Avec 15 000 licenciés en Occitanie, dont un tiers rien que dans l'Hérault, des enseignes spécialisées commencent à voir le jour. Ouvert depuis le 30 novembre, Sam a déjà vendu des centaines de raquettes. Ce qu'on me demande, c'est surtout du conseil par rapport aux raquettes, parce que il y a beaucoup de choix. Moi, au magasin, j'ai une centaine de raquettes, mais je pense que sur le marché, il doit y avoir à peu près 600 raquettes différentes. Donc les joueurs, les consommateurs sont un peu perdus dans ce qu'ils doivent acheter, parce que voilà, il y a par rapport au profil des joueurs, si on est plutôt attaquant, défenseur, joueur de gauche, joueur de droite, débutant, confirmé. Des enseignes 100% padel et des terrains qui se multiplient. Pour répondre à la demande, une cinquantaine de nouvelles pistes devraient voir le jour d'ici fin 2025 dans l'Hérault. Cette semaine, c'est Éric Ciotti qui était l'invité de Face au territoire sur TV5 Monde avec la presse quotidienne régionale. Le député des Alpes-Maritimes et président de l'UDR a répondu aux questions de nos partenaires. Écoutons-le. Je voudrais vous parler de votre stratégie politique. Si vous étiez resté, faisons un peu de politique fiction, président de LR, je rappelle que vous aviez largement battu Bruno Retailleau lorsque vous étiez concurrent pour cette présidence, et que, au fond, au moment de la constitution du gouvernement Bayrou, vous seriez devenu ministre régalien, peut-être ministre de l'Intérieur d'ailleurs. Est-ce que vous ne seriez pas dans la position de Bruno Retailleau aujourd'hui? Est-ce que vous n'auriez pas cette popularité? Est-ce que vous ne pourriez pas être d'évidence candidat à la présidence de la République? Est-ce que vous n'avez pas fait une erreur de stratégie? Vous me voyez soutenu par les Insoumis aux élections législatives. C'est le fruit, finalement, de ce qui se passe aujourd'hui. Bruno Retailleau est au gouvernement, comme certains de mes anciens amis LR, dans une coalition qui est arrivée au pouvoir avec l'alliance, avec les macronistes au premier tour et avec le nouveau Front populaire au second. À la quête d'un corps de rêve, le sien, vous allez le voir, est très musclé. À 33 ans, Michael est un bodybuilder acharné dans sa quête du corps parfait. Et il est prêt à tout pour y parvenir, entre musculation intensive, nutrition stricte, sommeil et rythme de vie. Tout est pensé, tout est sous-pesé pour optimiser cette progression. Puissance Télévision l'a bien nommé, l'a rencontré. Regardez. À chaque fois que je monte sur scène, j'ai l'impression de réaliser un rêve de gosse. Depuis que je suis gamin, que je veux monter sur scène, me confronter aux autres et avoir des résultats, et c'est ce qui se passe en ce moment. J'espère que ça va durer. C'est une adrénaline, je suis heureux comme tout, c'est génial. Michael n'est pas en train de se contempler, mais bien en train de travailler son posing. Comprenez, l'art qu'ont les bodybuilders de contracter simultanément et le plus possible leurs muscles. On monte sur scène, on reste l'équivalent de quoi, 10-15 minutes, et c'est le fruit des mois et des années de travail qui ont précédé, des sacrifices. Donc pour avoir le plus beau corps du monde, si on ne sait pas poser et se mettre en valeur, ça sert à rien. Mais avant d'en arriver à ce corps, il a fallu travailler. Depuis qu'il a eu le droit de rentrer dans les salles de musculation à l'âge de 15 ans, Michael enchaîne les séances. Routinier oui, ingrat oui, mais la quête du corps de ses rêves passe par là. Je sais qu'en faisant les séances les plus intenses possibles, j'aurai les meilleurs résultats à la fin. Pour la compétition, alors je donne tout. Aujourd'hui, son corps est devenu une addiction, une obsession même. C'est comme une sculpture en fait. On commence à la sculpter, on commence à avoir de la définition. Et puis on voit que ce serait mieux de rajouter un peu de masse, un peu de matière par ici, d'en enlever par là. Et au début, c'est du général, et plus on avance dans le temps, plus on travaille le détail. À côté de ses entraînements, absolument tout est pensé pour optimiser sa progression. Récupération, sommeil, rythme de vie et bien sûr la nutrition. À quelques jours de ses tout premiers championnats du monde, l'heure est à la diète, au sens très strict du terme. Dans les assiettes, on est bien loin d'un banquet à volonté. On va être sur un total journalier de 1600 calories, parce qu'on est à 2 semaines du coup de la compète. En temps normal, il mangerait quasiment autant de protéines, mais beaucoup plus de glucides et beaucoup plus de lipides aussi. Si la diète n'est pas adaptée, on fait tout ça pour rien. Donc vraiment la diète, c'est le plus important.
Comme à la salle, aucun écart n'est toléré, des restrictions de vie quasiment masochistes. Ce qui me plaît vraiment dans le quotidien, rien. Au niveau diète, c'est horrible. J'ai faim tout le temps. Dès que je mange, je me dis, bah tiens, maintenant j'ai plus qu'à attendre 3 heures pour remanger un peu. Tout cet investissement et ces restrictions seront peut-être la clé pour remporter ses prochaines compétitions et pourquoi pas se rapprocher un jour du physique de Mike Menzer, son idole de toujours. Avec le ventre rentré, regarde les poses un peu. Magnifique. Voilà, sans liaison avec le sujet précédent, avez-vous déjà pensé à manger du foin ? Marie-Christine est productrice de foin de Crau dans les Bouches-du-Rhône et elle cultive un foin aux incroyables vertus à la fois pour les animaux mais également des préparations culinaires comestibles pour nous les humains. Avec, vous allez le voir, des saveurs très étonnantes. Reportage de la Provence, Rudy Dahan. Être bête à manger du foin. Voilà une expression qui perd tout son sens une fois passée par le moulin de la Levade, à Salon de Provence. C'est la première coupe de ce foin certifié AOP et traditionnellement réservée aux chevaux de course. Ici, on a décidé d'en faire profiter le plus grand nombre, en commençant par les animaux de compagnie. Le foin de Crau est composé au minimum de 28 espèces végétales différentes. Et les obligatoires sont le dactyle pelotonné, le trèfle violet, le trèfle rampant et le fromental. Voilà le dactyle pelotonné. Il a ça. Nous, c'est une petite exploitation, on a 10 hectares. Mais en le développant, en faisant les petits paquets pour les petits animaux de compagnie, ça nous permet de valoriser davantage le produit. C'est un foin qui a une certaine valeur et donc il est surtout prisé par les chevaux de course parce qu'il est reconnu qu'il améliore leur performance. Les vaches laitières, il va augmenter la production de lait. Pour les brebis, pareil. Ce foin aux 1000 vertus est donc parfait pour les animaux. Du coup, Marie-Christine a décidé d'en faire profiter les êtres humains, parfois de manière plutôt originale. Vous avez donc aussi la gelée et le sirop qui, eux, sont préparés avec une décoction de foin. La gelée, c'est bon avec tout, du sucré et du salé. Ça va très bien avec les fromages. Ça va très bien aussi avec le foie gras. Et le résultat est surprenant, avec un goût faisant penser au miel et à la poire. En tout cas, bien loin de l'idée que l'on peut se faire du goût que peut avoir une simple botte de foin. Voilà, on reste dans l'alimentaire. La pizza est un emblème de la gastronomie italienne. Chorizo, champignons, fromage, à vous de choisir ce que vous préférez. Mais au milieu de la carte de Jean-François, vous allez le voir, se glisse un extra, une pizza sucrée. Grâce à sa recette, il a réussi à décrocher la 3e place au championnat de France de pizza. Reportage de Vosges TV, regardez. Comme tous les mercredis, le camion à pizza de Jean-Pierre s'installe à Moyen-Moutier. Mais ce soir-là, en plus des pizzas traditionnelles au feu de bois, le jeune pizzaiolo de 29 ans a proposé un extra aux clients, une dégustation de sa pizza sucrée qui lui a permis de décrocher à Paris en avril dernier la 3e place au championnat de France de pizza dans la catégorie dessert. Hop là, madame. Il avait choisi de revisiter la tarte au citron meringuée avec un fond à base d'une pâte biga préfermentée dont la cuisson se doit d'être parfaite. Ça fait un peu plus d'1 an que je travaille sur la pâte. C'est une pâte avec 2 sortes de farine, 100% italienne. Il y a une maturation de 24 heures et après la pâte elle repose 48 heures, donc en tout 72 heures, ce qui fait qu'elle est hyper digeste et légère. C'est une cuisson parfaite parce qu'on peut la tenir sur 3 doigts sans qu'elle s'affaisse. Vient ensuite l'ajout des ingrédients avec 2 sortes de meringues, suisse et française, du citron sous la forme de crémeux, coulis et confit, un peu de barbe à papa au citron vert et la touche finale de l'amande fraîche de son jardin. Comment vous la trouvez? Très bonne mais surprenante, un mélange de saveurs qu'on n'attend pas sur une pizza, mais franchement une bonne surprise. Pour être honnête avec vous, normalement pour moi une pizza c'est pas sucré, et ben là c'est une excellente surprise. La meringue est fantastique, le citron, tout est bon, la pâte est très bonne, c'est très croustillant, c'est onctueux en même temps, donc c'est parfait. Jean-Pierre, jusqu'alors cuisinier, est devenu pizzaiolo, attiré par cette institution de la gastronomie italienne, la pizza. Et j'ai découvert presque une passion. Le système d'empattement, il y en a tellement de différents et il y a tellement de possibilités de s'amuser. Et son patron n'est pas peu fier de le compter dans son équipe. On le suit, on l'encourage et en tout cas on sera toujours avec lui pour qu'il continue comme ça. C'est une très bonne recrue pour nous et on veut le garder le plus longtemps possible et qu'il nous gagne plein de concours. Les Napolitains n'ont qu'à bien se tenir car Jean-Pierre compte encore améliorer son savoir-faire et se prend à rêver de décrocher le Graal à Rome, le titre de champion du monde de la pizza.
C'est une magnifique histoire que je vous présente maintenant. À seulement 16 ans, Lucas est pilote de montgolfière. Il est d'ailleurs le plus jeune pilote de France. Et pour son premier vol en autonomie, notre partenaire La Dépêche du Midi a pu monter à bord avec lui. Il nous explique sa passion transmise par son père. Regardez. On a la température, on est à peu près à 15 degrés. On regarde du coup le poids qu'on peut porter, 346 kg. Mon père est pilote et mon voisin aussi, et du coup je suis presque né dedans. Et du coup ça m'a donné envie d'être le plus jeune pilote de France. On est en train de faire un vol en montgolfière avec mon père à côté, du coup, en montgolfière aussi. Et voilà, c'est mon premier vol en tant que pilote. Ouais, je suis content du premier vol, ouais. Puis c'est un beau paysage, beau vol, beau terrain. Avec le père, du coup, c'était bien. Le prochain, pour quand? Je sais pas encore, on verra avec la météo. Voilà, au revoir, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.